Asif Arif, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, au départ, en fait, professionnellement, moi, je suis un élève avocat. Je vais bientôt prêter serment, donc un avocat en devenir, très promptement en tout cas. Je suis chargé d'enseignement à l'université de Paris-Dauphine, donc j'enseigne le droit des contrats. Ensuite, j'ai beaucoup fait partie des milieux, ce que l'on appelle les milieux droits de l'homiste. Donc j'ai beaucoup milité pour la liberté de conscience, comme l'ouvrage l'indique, beaucoup pour la liberté de conscience des Ahmadis au Pakistan, beaucoup. Je suis le représentant et donc je m'occupe des affaires publiques de la minorité religieuse islam Ahmadiyya sur les questions des persécutions internationales et des droits de l'homme. Et j'ai toujours été passionné par l'Afrique et donc j'ai aussi rejoint un club de réflexion qui a été lancé par deux amis à moi, dont un particulièrement qui s'appelle Cheikh Naben Yamoud Sissé et qui est un banquier malien et qui a lancé ce club de réflexion qui s'appelle Madiba et qui vise en fait à promouvoir l'éducation en Afrique. Pourquoi parlez-vous dans votre livre, enfin c'est le sous-titre de votre livre, d'un islam interdit au Pakistan? Alors parler d'un islam interdit au Pakistan, là on aborde du coup vraiment le cœur de l'ouvrage. Euh, Au Pakistan, il y a toujours eu des minorités religieuses qui ont coexisté sous une majorité musulmane. Et c'est le but pour lequel le Pakistan a initialement été établi, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des personnes du sous-continent de la Grande Inde de l'époque sous la bannière de l'islam. Mais on s'est vite rendu compte que en fait, l'islam majoritaire, qui est un islam sunnite au Pakistan, n'a pas su fédérer autour d'une bannière, du moins sous la bannière de l'islam. Et la richesse de l'islam, du moins ce qui fait que l'islam est riche de plusieurs branches, sont les différences d'interprétation. Et en fait, on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à unir tous les musulmans du Pakistan sous la bannière de l'islam au sens général, bien entendu. Ensuite, d'autres minorités existent aussi. Il y a les Sikhs, qui sont généralement une minorité qui sont issus du Punjab indien, qui ont toujours été pour des raisons historiques au Pakistan. Il y a également les chrétiens, il y a également d'autres minorités comme les chiites, on ne peut pas les comptabiliser comme une minorité puisque c'est vraiment pour le coup une majorité dans les minorités. Et il y a les Ahmadis. Et les Ahmadis se revendiquent identitairement de l'islam. C'est-à-dire qu'ils estiment appartenir à la famille musulmane. Alors ils ont les mêmes pratiques, les mêmes rites, les mêmes coutumes, et ils ne se différencient pas d'un seul iota. La seule différence, c'est que c'est un mouvement réformatrice dans l'islam, du coup c'est tel qu'ils se définissent, et dans l'islam parce qu'ils estiment que Mirza Ghulam Ahmad, qui est le fondateur de cette Jamaat, ce que l'on appelle une communauté, eh bien, est le Messie promis, c'est-à-dire un réformateur qui est attendu dans l'islam. Alors, ce qui fait qu'il s'attire les foudres de pas mal de personnes, puisque Mirza Ghulam Ahmad a non seulement dit qu'il était Messie, mais il a également revendiqué un apostolat, mais qui a des conditions très particulières que je développe dans le livre, parce que ce n'est pas un apostolat qui apporte une loi, c'est un apostolat qui se conforme en fait à l'islam. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour apporter quelque chose, il est simplement là pour se conformer avec l'islam. Et donc, ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, l'appareil politique pakistanais, qui est largement imprégné par des groupes assez extrêmes, que moi je prends le soin de mettre hors de l'islam dans l'ouvrage, eh bien, ces personnes se sont toujours inscrites depuis le début, depuis la création du Pakistan, et même avant la création du Pakistan, dans la volonté de combattre le mouvement Ahmadiyya, en disant que c'est un mouvement qui est hors de l'islam, il faut les qualifier de non-musulmans. Donc il y aura eu on peut dire c'est toute une procédure et tout un enjeu géopolitique et géoreligieux qui s'est mis en place et qui à terme a abouti à la condamnation ou à l'inscription du moins en tant qu'amendement constitutionnel de l'Ahmadiyya en tant que non-musulman. Donc l'appareil politique a décidé en 1974 de considérer les Ahmadis comme non-musulmans.
Et puis après, ça a abouti à diverses ramifications en fait de cette même déclaration de non-musulmans que je développe dans le livre, notamment une ordonnance encore plus incriminante vis-à-vis des Ahmadis, qui les punissent à des peines de prison, et ça va même, selon certaines décisions de justice, jusqu'à la peine de mort. Donc simplement parce qu'ils se revendiquent comme étant des musulmans. Donc voilà, ça c'est pourquoi en fait on parle au Pakistan, quand j'ai traité de l'Ahmadiyya, je parle d'un islam interdit. C'est un islam qui se revendique comme étant de la branche de l'islam, mais qui est interdit par le gouvernement pakistanais. Alors, en termes de minorités religieuses persécutées, on parle beaucoup des chrétiens d'Irak, mais pas du tout des musulmans ahmadis. Alors, y a-t-il une raison? La raison, elle est... Enfin, bien sûr, il y a une raison, c'est qu'elle est double. D'abord, c'est peut-être un manque de communication de la part des Ahmadis eux-mêmes, en France du moins. Peut-être que les Ahmadis n'ont pas réellement su trouver l'opportunité de bien faire valoriser leur message. Peut-être également qu'on ne les a pas beaucoup écoutés non plus. Je pense que la presse francophone surtout s'occupe bien peu, malheureusement, et c'est très malheureux d'en arriver à ce constat-là, s'occupe bien peu des faits qu'elle qualifie de isolés ou minoritaires. Ça veut dire que elle va considérer, généralement les journalistes vont considérer que puisqu'il s'agit d'un seul assassinat, dans une région bien localisée, et que le Pakistan ça n'intéresse pas tellement la presse francophone, c'est loin, on ne comprend pas très bien ce pays qui est très complexe, eh bien on ne va pas chercher à couvrir les minorités, je sais pas, parfois ça serait aussi sous peine de heurter certaines sensibilités, puisque ça renvoie également à un conflit à l'intérieur des musulmans. Donc peut-être que la presse y va avec, du moins avec prudence. Reste que les Ahmadis sont persécutés. Et parfois, ces persécutions, du moins au Pakistan, c'est la minorité la plus persécutée. C'est un rapport de l'ONU qui l'affirme du 14 mai 2012. Donc il y a eu ce que l'on appelle une Eligibility Guidelines, c'est-à-dire une directive de l'ONU qui dit que sur le Pakistan, les Ahmadis constituent le profil le plus à risque. Et c'est malheureux de constater effectivement que la presse francophone ne prend pas le temps d'une part de s'imprégner du sujet, peut-être parce qu'il n'y avait pas de livre en français, mais aujourd'hui c'est fait, et peut-être parce que la complexité du sujet est telle qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre réellement quels sont les enjeux au Pakistan. Mais encore une fois, j'essaye de décomplexifier vraiment toutes ces problématiques dans cet ouvrage. Et un dernier point que j'aimerais évoquer peut-être sur cette question-là de la couverture des Ahmadis, c'est que la presse anglophone, elle couvre un peu mieux. Un peu mieux. C'est pas le top de ce qu'on entend en termes de couverture, mais couvre déjà beaucoup mieux, on va dire, les persécutions des Ahmadis. Ça veut dire qu'il y a une prise de connaissance journalistique du monde anglo-saxon. Il suffit simplement que le monde francophone en fait s'en rende compte, et je l'espère qu'avec cet ouvrage qui a été écrit sur le sujet, elle va s'en rendre compte et elle va notamment plus couvrir ces questions-là.